Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la Semaine Éco. Ce soir, il sera question de bâtiments et de travaux publics, un secteur qui représente un maillon fort, vous le savez, de l'économie de tous les pays. Ce secteur est un créateur de richesse et quand il se grippe, vous le savez, c'est généralement toute l'économie qui en pâtit. Nous verrons avec mes invités comment nos entreprises pourraient retrouver une activité semblable à celle de la période d'avant pandémie, avant Covid-19. Nous verrons également comment la 24e édition internationale des bâtiments, des matériaux de construction et des travaux publics Batimatech peut aider justement à cette reprise. Nous parlerons de changement de paradigme qui nous impose un changement dans notre manière de choisir les matériaux de construction, notre façon de construire, de penser les villes au service des habitants, bien sûr. Nous parlerons de législation et de planification urbaine. BTP, état des lieux et perspectives, c'est le titre que nous avons choisi pour cette émission. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 4 invités. Rabah Bouchnerk, vous êtes conseiller du président directeur général du groupe Cosider. Nous parlerons des grands projets du groupe Cosider en cours et pourquoi ce mastodonte du BTP peine à s'imposer en dehors de nos frontières. Akli Amrouche, vous êtes architecte et directeur de la revue Vie des villes. Le titre de la revue donne envie de s'arrêter sur comment l'architecture peut structurer et rythmer nos vies dans la cité. Monsef Boudelba, vous êtes président de l'Association nationale des céramistes algériens. Nous aborderons avec vous, entre autres, la question des matériaux de construction. Et Nazim Sini, vous êtes entrepreneur, enseignant en économie à l'université Aix-Marseille. On abordera avec vous votre expérience en matière de ville connectée, votre expérience et expertise de macroéconomie et les enjeux du secteur du BTBH. Merci à tous les 4 de participer à cette émission Semaine Éco. On commence avec vous, Monsieur Bouchnerk. Nous sortons d'une crise sanitaire qui a engendré, il faut le dire, il faut le rappeler, un ralentissement économique. Est-ce que la reprise se profile? Est-ce que la reprise est là aujourd'hui? D'abord, merci pour l'invitation. Moi, je pense que la reprise est effective, puisque l'entreprise algérienne elle ne renaît pas de ses cendres, n'est pas morte. Il y a eu un ralentissement effectif, puisque même dans son escarcelle de projets, l'entreprise a perdu énormément pendant ces 2 années de Covid. L'abandon de projets donc par l'autorité publique, le ralentissement des projets qui étaient initiés, et ce qui fait qu'il y a eu dans le paquet des plans de charge de ces entreprises une diminution assez importante, et l'entreprise qui n'avait pas en fait de sous-bassement sérieux a bu bouillon. Donc ça n'a pas été le cas, fort heureusement pour nous. Nous sommes un grand groupe, comme vous l'avez souligné, ce n'est pas un mastodonte, mais nous sommes quand même un groupe assez important. Nous travaillons surtout sur la synergie, ce qui fait que nous constituons une masse d'une dizaine de filiales et que la synergie du groupe a fait qu'aucune filiale n'a souffert effectivement ou grandement un petit peu de ce Covid. Vous rappelez que vous employez plus de 40 000 personnes? On emploie plus de 40 000 personnes, effectivement, au niveau de... Nous sommes structurés autour de 4 grandes filiales travaux, travaux publics, canalisation, construction, ouvrages d'art. Et nous avons des filiales d'appui, telles que géotechnique, telles que engineering, telles que promotion immobilière, et on fait même de l'agriculture. Nous allons parler de tout ça en première partie de cette émission. Monsef Boudelba, la reprise est là? La reprise s'annonce, effectivement. D'abord, je vous remercie pour votre invitation. Oui, les ingrédients macroéconomiques sont là. Donc, nous, on souhaite, comme vient de dire Si Bouchnerk, une reprise effective sur le terrain. Il y a des signaux positifs qui sont ressentis ici et là. Mais laissez-moi quand même vous dire que nous avons traversé une crise aiguë avec le Covid qui a effectivement... de donner un coup d'arrêt, un ralentissement qui a atteint des taux alarmants en ce qui concerne la céramique. Tout d'abord, les entreprises ont fonctionné à 40-50% de moins de leur activité au niveau du chiffre d'affaires, etc., à cause du Covid. Et puis, il y a, comme ça a été souligné par vous-même et M. Bouchnerk, un ralentissement du plan de charge au niveau de la construction en Algérie. Bon, nous avons été un petit peu épargnés à cause du maintien de l'activité par le secteur privé.
pour ce qui concerne n'est-ce pas, la promotion immobilière, qui a continué à travailler péniblement. Mais elle a tenu ses engagements. Nous avons assuré donc l'approvisionnement sur le plan du marché local à 100% de nos capacités. Nous avons essayé de faire face, n'est-ce pas, à cette crise multidimensionnelle et sanitaire, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit au début de mon intervention, il y a des signaux forts macroéconomiques. L'Algérie retrouve une stabilité financière intéressante. Et il serait, n'est-ce pas, si vous êtes tous d'accord, si nous pouvons trouver une feuille de route pour relancer l'habitat, qui est, à mon avis, disons, une activité fédératrice de tous les corps d'État de l'économie algérienne. Et je pense qu'on peut relever ce défi intelligemment. Nous allons avoir maintenant l'avis de Akli Amrouche. Vous participez à la 24e édition de Batimatech. Et vous êtes membre du jury de la Charrette d'Or. Nous allons parler de ce concours en deuxième partie de cette émission. Mais avant cela, parlez-nous de votre impression d'abord de cette 24e édition. Il paraît qu'il y a plus de 500 exposants dans plus de 250 étrangers cette année. Plus que l'année dernière. Alors, oui, déjà l'année dernière, le Batimatech ne s'est pas tenu pendant la période du Covid. L'édition 2020 s'est déroulée en novembre 2021. Ouais. Et donc ça fait que les deux éditions sont un peu rapprochées parce qu'il faut reprendre un peu le rythme. Mais en tout cas, il y a une certaine dynamique. On voit en tout cas les exposants sont toujours, voilà, ils espèrent que justement la reprise soit au rendez-vous. Et donc après cette période quand même compliquée pour tout le monde, à commencer aussi par la maîtrise d'œuvre, les architectes, les métiers d'ingénierie, tout ça, qui pour beaucoup ont chômé pendant longtemps, puisque beaucoup moins de marché public. On a l'habitude toujours de travailler avec l'État pour essayer de faire avancer les choses. Et c'est l'État le premier investisseur, il faut le dire aussi. Et donc, on sent que justement, oui, avec le prix du pétrole, il va sûrement y avoir une embellie. On a besoin de nouveaux projets structurants, on a besoin de revoir aussi notre façon de dépenser. Je pense que l'État aussi est en train de revoir pas mal de choses. Il y a des textes de loi sur lesquels on a planché avec beaucoup d'experts, sur l'urbanisme notamment, des textes de loi qui datent des années, de 1990, qui ont prouvé un peu leurs limites, avec ce qu'on voit un peu comme paysage urbain. Moi, je vais un peu sur l'aspect... nous allons parler de législation en deuxième partie, notamment avec M. Bouchner, parce qu'elle est très importante, et l'application des textes de loi, parce qu'il ne suffit pas de les promulguer, il faudrait aussi les appliquer. Oui. Alors oui, il y a bien sûr des textes qui sont mal appliqués, mais en matière d'urbanisme, par exemple, les lois ont vraiment besoin d'être rafraîchies. Les lois ont besoin d'être rafraîchies. Nazim Sini, je vous ai présenté comme entrepreneur et enseignant à Aix-Marseille. Vous avez un pied en Algérie, un pied en France. Avant de nous parler de votre expérience, votre regard sur cette reprise post-Covid, l'Algérie n'est pas le seul pays qui est impacté par cette pandémie, mais chaque pays essaye de s'en sortir avec ses moyens et avec ses objectifs et avec ses perspectives aussi. Tout à fait, vous avez résumé parfaitement les choses. Il faut savoir que cette crise que nous avons vécue, avant tout, est une crise mondiale et très sévère. Elle a déstructuré l'ensemble des secteurs d'activité économique et plus particulièrement le secteur du BTPH qui sert en économie de sorte de variable d'ajustement. Vous savez, on dit souvent aux États-Unis et en Europe que le BTP est un peu le thermomètre de l'économie. Lorsque le bâtiment se porte bien, c'est toute l'économie qui s'en porte que mieux. Et en corrélation évidemment avec l'immobilier. Juste pour rappel de quelques chiffres, donc le BTPH représente en Algérie, c'est 1,5 million d'emplois, directs et indirects, et plus de 350 000 entreprises. Donc c'est un secteur névralgique pour notre économie. En France, par exemple, si on devait faire une comparaison, c'est 8% du PIB. En Espagne, c'est plus de 12% du PIB. Oui. Donc ça veut dire que ça a un poids économique tel qu'il est inéluctable. Et concernant l'Algérie, moi je pense qu'effectivement, nous sortons d'une période qui fut difficile. Les prémices d'une reprise sont là, donc il y a des frémissements. Mais je pense qu'il faut, si vous voulez, un nouvel élan, un nouveau plan, une nouvelle stratégie qui puisse permettre de relancer durablement ce secteur qui a été laminé par la crise Covid. Mais aussi,
on en parlait tout à l'heure avec mes camarades en coulisses, il faudrait peut-être songer à ne plus reposer l'ensemble du chiffre d'affaires du secteur par la commande publique et tenter de passer vers un transfert vers le secteur privé qui peut porter aussi le secteur du BTPH. Il y a aussi des relais de croissance à chercher, nous n'en parlons pas souvent parce que le BTPH ce n'est pas uniquement la construction ou la conception de bâtiments, c'est aussi la rénovation, c'est aussi repenser l'habitat, qu'il soit à usage professionnel ou à usage privé. Et en parlant de relais de relance, on va voir si on trouve justement ces relais de relance dans la 24e édition de Batimatech qui a démarré aujourd'hui à la SAFEX. Le salon réunit cette année 500 exposants nationaux je dis, et 250 exposants internationaux d'une quinzaine de pays. Notre reporter Camilla Mellel est allée ce matin, elle a rencontré quelques exposants et elle nous propose cette couverture. Encourager le produit national dans la réalisation des différents projets de BTPH, c'est l'objectif principal de cette nouvelle édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics Batimatech. Selon les responsables du secteur, la priorité sera accordée cette année au produit national dans la réalisation de tous les projets. Monsieur le ministre, lors de la dernière édition du Salon Batimatech, avait déclaré qu'on est arrivé à l'autosuffisance pour certains matériaux dits stratégiques tels que le ciment. Et les cimentiers sont là, ils peuvent en témoigner. Ils sont en train d'exporter l'excédent à des pays étrangers tels que les pays africains. Et aujourd'hui, comme j'avais bien signalé tout à l'heure, que nous utilisons à 100% des produits d'origine nationale dans nos différents projets confiés au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Le salon, qui représente pratiquement tous les segments de la construction, est très attendu par les professionnels nationaux et étrangers qui pourront profiter d'une belle opportunité pour mettre en avant leur savoir-faire. On est là, certes il y a une concurrence rude par rapport au marché national et tout, mais on essaie de s'imposer en tant que groupe. S'imposer à travers la qualité de nos produits qui répondent aux normes, à travers un savoir-faire avéré de plus de 100 ans et par rapport à nos entreprises, du bâtiment, de l'ingénierie. La question de l'efficacité énergétique constitue elle aussi cette année une priorité pour le secteur de l'habitat. Les démarches entreprises par notre ministère visent à aller progressivement vers le recours aux énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment, notamment pour l'éclairage des sites en utilisant des panneaux photovoltaïques. La tutelle prévoit en outre l'isolation d'un nombre important de logements. Tous les projets doivent répondre aux exigences d'un document technique et réglementaire. Cette démarche ne va pas concerner uniquement les nouvelles constructions, puisque le ministère travaille également sur la réhabilitation thermique du bâti existant. Cet événement est marqué cette année par une participation internationale importante avec 250 exposants venant d'une quinzaine de pays. L'Italie est le pays étranger qui participe avec le plus grand nombre de sociétés avec un total de 80 exposants, suivi par la Turquie qui compte 65 entreprises. Voilà pour cette couverture signée Malika Bellal. Alors, concurrence rude, isolation thermique, aller progressivement vers une inclusion des énergies renouvelables. Monsieur Rabah Bouchner considère s'inscrit dans cette stratégie? Certainement. De toutes les façons, pour reprendre un petit peu l'expression de tout à l'heure, la relance au niveau de ce pays n'est pas une volonté, c'est une obligation, puisque c'est un pays qui se construit. Il ne dépend pas de la volonté des gens, il dépend des deniers qui sont disponibles, qui permettent effectivement cette relance. Donc, moi je pense que tout Algérien croit en la relance dans ce pays, notamment au niveau du BTPH, qui est en fait un secteur structurant. Bon, maintenant, avec ce qui se passe dans le monde en termes du changement de paradigme au niveau de la construction, on est, je vais dire, forcé et obligé à sortir un petit peu des carcans et des ornières traditionnelles qui fait qu'on utilise beaucoup de ciment, on gaspille de l'énergie, etc. Et là, effectivement, on considère commence à s'outiller pour prendre en charge un petit peu les aspects du voltaïque plutôt, et en fait, essaye de répondre
au cas de besoin, puisque c'est un peu les maîtres d'ouvrage et un peu les maîtres d'œuvre qui conditionnent un petit peu ce type de construction. Nous sommes entrepreneurs. Si nous devons donc souscrire à un projet qui nécessite la mise en œuvre un petit peu de ces nouveaux procédés, nous serons obligés de nous inscrire et nous serons obligés donc de prendre en charge ce type de technologie. Donc, voilà. Akli Amrouche, on parlait tout à l'heure, vous m'avez parlé de votre expérience de plus de 25 ans dans le domaine de l'architecture et vous m'avez dit qu'il y a un certain nombre de quartiers que vous souhaitez transformer aujourd'hui et c'est facile de le faire avec parfois des idées qui sont innovantes. Bah oui, si vous voyez un peu l'urbanisation qu'on a faite depuis qu'on a commencé à construire en masse, c'est beaucoup de cités HLM, avec de mieux en mieux en qualité, mais en planification urbaine, c'est là où le bas blesse. On n'arrive pas à créer des villes bien structurées, bien pensées, où c'est quand les choses, enfin les espaces sont conviviaux, on arrive à s'identifier, etc. Donc ça crée quand même des malaises au niveau de ces cités, une fois habitées. Et de l'autre côté, vous avez des quartiers entiers qui sont informels, quelque part, qui ont été construits en toute illégalité. Et qu'on a essayé par des textes de loi de rattraper, mais voilà, il n'y a pas de prise sur la réalité. On continue à gérer un peu des choses un peu ingérables. Je pense qu'il y a moyen justement d'innover et de prendre le train en marche et de tout à fait. Ne plus attendre. Il faut poser les bonnes questions. Il faut d'abord se poser les bonnes questions, associer peut-être aussi les habitants de ces quartiers informels. On a essayé plusieurs tentatives, on a des expérimentations sur ce genre de quartier où il y a moyen de réinventer carrément l'urbanisme à l'algérienne. Je pense qu'il y a moyen aujourd'hui d'aller de l'avant et de proposer un cadre de vie en tout cas meilleur, plus décent à nos concitoyens. Ça se fait par de l'intelligence, de l'ingénierie, du travail concerté, collectif. Il faut qu'on avance vers des objectifs qu'on partage et qu'on aille de l'avant. Je pense que tout le monde est gagnant et je pense qu'on pourrait réinventer les choses et renverser carrément la tendance. Alors, je voudrais avoir votre avis, M. Chini, avant de donner la parole à M. Boudelba, qui va nous parler du code d'investissement, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, et vous pensez que ça peut être une solution pour relancer justement les entreprises publiques et privées. Votre regard par rapport à cette façon de prendre le train en marche et ne plus attendre et de ne plus laisser des quartiers entiers se transformer en passoires thermiques alors qu'on peut agir rapidement pour réduire la facture énergétique. Tout à fait, je partage ce qui a été dit sur votre plateau, c'est que vous savez, il faut repenser l'habitat du 21e siècle. Ça veut dire des quartiers avec des transports, un transport multimodal, ça veut dire aussi la possibilité d'avoir non plus des habitations à la verticale mais à l'horizontale. J'aime bien cette expression parce que ça permet de nous imaginer, de nous projeter vers une autre façon de cohabiter dans un quartier. C'est aussi prendre en considération les désirs des citoyens, qu'ils aient des services publics à proximité, qu'ils aient des commerces. Une réappropriation de l'espace. De l'espace, tout à fait, du territoire. Et aussi, il faut savoir que la bétonisation massive et l'urbanisme anarchique va avoir des conséquences sur la qualité de vie des habitants, mais aussi sur l'environnement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'impact du BTPH dans l'environnement. Et vous savez très bien autour de cette table qu'il y a des enjeux climatiques majeurs dans lesquels l'Algérie s'inscrit et va prendre sa part de ce fardeau climatique. Et il faut qu'on repense l'ensemble de notre stratégie de construction en imaginant l'habitat, comme je vous ai dit, de ces 50 ou ces 60 prochaines années, faire en sorte que les logements soient mieux isolés, moins énergivores. On peut parler aussi de bâtiments intelligents et complètement autonomes, de bâtiments qui arrivent à communiquer entre eux à travers des outils technologiques. Et le BTPH n'échappe pas à ce processus de digitalisation et de numérisation qui touche l'ensemble des secteurs économiques. Monsef Boudelba, le nouveau code d'investissement pour vous, ça peut être cette solution qui va nous permettre aux entreprises publiques et privées d'aller de l'avant, investir massivement et sortir de l'ornière, comme disait tout à l'heure M. Bouchner. Absolument.
mais je voudrais quand même rebondir sur ce qui a été dit auparavant, très rapidement d'ailleurs, et ensuite on peut aborder le sujet du nouveau code des investissements. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, mais je vais un peu plus loin. En Algérie, c'est un problème de mentalité qui se pose. Et je souhaite ce soir quand même aborder ce volet parce qu'il y a un changement de mentalité dans l'approche globale des problèmes qui doivent être posés. Nous sommes une société d'exclusion, malheureusement. On exclut l'architecte, on ne fait pas confiance au maître d'ouvrage, on exclut ceci, on exclut cela, et on arrive, des fois, parfois, on veut arriver à des résultats qui sont des résultats pharaoniques, tout en ayant cette mentalité d'exclusion. Malheureusement, je pense que nous devons faire un travail sur nous-mêmes. Tous les Algériens doivent travailler dans le sens de l'inclusion, et toutes les compétences peuvent être réunies. Et je me permets juste de fermer cette parenthèse parce que en ce qui nous concerne dans la céramique, nous étions aussi totalement hermétiques à l'innovation, au transfert de technologie. Ne croyez pas que nous sommes des Algériens d'une autre planète. Nous sommes comme tous les Algériens. Nous avons les mêmes qualités, les mêmes défauts. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la céramique algérienne a réussi à obtenir, disons, des standards de qualité dont nous sommes fiers? C'est effectivement ce travail sur nous-mêmes, de la mentalité, le changement des mentalités. Ce travail justement de faire appel à l'intelligence collective, comme quoi rien n'est inscrit sur le marbre. L'Algérien, quand il construit sa maison, il est électricien, il est maçon, il est peintre, il est maître d'ouvrage, maître d'œuvre, il est directeur financier, il va payer les gens. En fait, il y a un mélange de genres qui se fait et normalement on devrait réorganiser les mentalités de la réalisation du projet. Ça c'est pour... Et d'ailleurs je rebondis maintenant sur le sujet que vous m'avez la question que vous m'avez posée. Le code des investissements, oui, pourquoi pas. Les textes, nouveaux textes, oui, pourquoi pas. Mais si c'est pour effectivement non pas un changement de surface, si c'est des textes qui doivent aller dans la profondeur, pour accompagner cette évolution positive de changement des mentalités. Si on doit dire que l'Andy doit s'appeler demain Algérie Invest, mais que les prérogatives de l'Andy, les objectifs de l'Andy, les conditions de fonctionnement de l'Andy sont les mêmes, nous n'avons rien fait, malheureusement. Ce qui est important, ce n'est pas la surface, c'est le changement dans la profondeur et que les Algériens retrouve la confiance entre nous. Monsieur Akli, voilà. Je vous ai vu réagir par rapport à cette question qui vous est chère, je pense, la question de l'inclusion. Et il nous dit aussi, M. Boudelba, qu'il ne faudrait pas uniquement des petites cotérisations de jambon bois, mais il faudrait de véritables refondations du code d'investissement. Bien sûr. Oui, alors... Ouvrir le champ de l'investissement, mais de façon intelligente, comme disait notre collègue, c'est bien sûr que c'est très important. Avoir des visions partagées, des visions d'avenir, construire quelque chose pour demain avec des projets structurants. Peut-être pourquoi pas aussi ouvrir le champ à des investissements même étrangers, des IDE, pourquoi pas. Mais pour ça, il faut avoir de l'ambition et l'ambition ne peut venir qu'avec de l'intelligence qu'on met autour des tables pour discuter de projets d'avenir communs. C'est des projets de société qu'on doit construire ensemble et on prend ville par ville, on prend les secteurs tels qu'ils sont et on essaye de réfléchir ensemble comment on tire vers l'avant, comment on tire notre industrie des matériaux de construction, comment on tire vers le haut aussi le niveau des études, par exemple la maîtrise d'œuvre. C'est un problème. On reste toujours sur les mêmes schémas, par exemple. Il n'y a pas d'innovation. On fait toujours les mêmes choses et on n'arrive pas à se remettre en cause. Et c'est ça le grand problème, c'est que on ne fait pas confiance. On se fait pas confiance. C'est-à-dire que les métiers d'intelligence sont très mal considérés dans ce pays. Et pourtant, nous avons des sociétés qui sont leaders. On va revenir pour parler de Consider. Il faut rappeler les dernières réalisations. Vous avez finalisé l'aéroport d'Oran. Vous êtes en train de finaliser aussi le tronçon du métro d'Alger qui va vers Baraki. Le tronçon Harraj d'Al-Beida également, c'est le métro, c'est le groupe Consider. Nous avons des compétences, Monsieur Bouchner. Ce n'est pas un problème de compétences, moi je pense que c'est un problème de priorité.
J'entends ce discours, vraiment ça me réchauffe le cœur, mais en fait je reviens à ma nature, je suis un maçon à l'origine. Vous êtes entrepreneur de formation. Je raisonne comme un maçon, je regarde la priorité. Je pense qu'au niveau de ce pays, il y a des retards. Il y a d'énormes retards en matière de construction. Et ce qui fait que les autorités publiques sont enclins justement à régler ce retard. Ce n'est pas qu'ils sont inaudibles au discours intellectuel, parce que bon, c'est un discours d'avant-garde. On y arrivera un jour. Mais quand on fait des choix, on fait des choix. Moi, je pense que ce n'est pas la faute d'autorité de ne pas avoir développé les systèmes qui viennent d'être énoncés, etc. Il y a une préoccupation. Il y a des retards au niveau du logement. Il faut construire massivement du logement. Les cités qu'on voit, c'est exactement comme on revient à l'histoire, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tous les pays, comment ils ont reconstruit? Ils ont reconstruit de grandes cités, et puis par la suite, quand ils ont rejoint l'opulence, ils ont détruit ces cités, et ils sont revenus justement à des choses beaucoup plus humaines, beaucoup plus... C'est ça. Je pense que, quelque part, on est un petit peu dans ce sillage. Dans certains pays, ces constructions et ces cités existent toujours. Hein, ils existent, mais en tous les cas, ils ont d'autres vocations. Ils sont des sites universitaires, etc. etc. Des sites stigmatisés aussi. Voilà. Ça ne veut pas dire que les gens sont autistes. C'est quoi les priorités pour vous, M. Bouchner? Ma qualité de quoi? Votre qualité d'expert, d'entrepreneur. Vous êtes un entrepreneur. Moi, vous représentez une grande société algérienne. Je ne réponds au désir du maître d'ouvrage. C'est les prescriptions du maître d'ouvrage que je suis obligé d'appliquer en contrepartie de ma rémunération. Ça. Mais vous avez des opinions, vous avez un avis aujourd'hui? Oui, bien sûr, on a des opinions. Des opinions, mais en tous les cas, quand on nous sollicite, effectivement, on essaie d'apporter notre savoir-faire. Monsieur Akli, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec Monsieur Bouchner? Écoutez, l'urgence, on connaît, d'accord. Moi, je suis architecte, je suis urbaniste, donc parfois on vous pose des problématiques et on vous dit que c'est urgent. Il n'y a pas de problème. Que si on fait les choses de façon rapide et bien, il n'y a aucun problème. Mais il faut aussi pouvoir déterminer peut-être des priorités. Et à mon avis, les priorités, ce sont les visions partagées, d'abord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on mette les charrues avant les bœufs, il faut d'abord qu'on se pose quelque part. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans l'urgence depuis plus de 20 ans. Et ça ne finit pas, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. Et on continue à créer des cités aussi, comme disait monsieur, qu'on va finir par peut-être pas détruire, parce que le pouvoir la population algérienne est tellement résiliente qu'elle s'adapte à pratiquement toutes les situations. Ça va prendre beaucoup de temps, on va perdre beaucoup de temps. Oui, on va perdre beaucoup de temps comme ça. Mais si on se donne le temps de maturer les études et de réfléchir aux bonnes questions à poser déjà au maître d'œuvre, pour avoir les bonnes réponses. C'est toujours cette histoire de est-ce qu'on met les charrues avant les bœufs? C'est toujours cette histoire qui continue. Moi, je pense qu'il y a un problème aussi de niveau d'exigence des maîtres d'ouvrage aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas aussi regardant. Je ne vais pas sur les projets de construction, je parle d'urbanisme. Si on parle d'urbanisme, la ville est la source principale de richesse. Alors, Nazim Sini et M. Boudelba, si on comprend... Pour faire enrichir le débat, je vous en prie. Alors, je voulais juste réagir parce que c'est vraiment passionnant ce qui se dit sur le plateau. C'est que, vous savez, on peut prioriser, on peut répondre à l'urgence, mais en pensant au bien-être des habitants. Je suis d'accord pour dire qu'effectivement, le logement est une crise lancinante et surtout prégnante dans notre pays. Nous avons une démographie galopante, donc 45 millions d'habitants. On parle de 50 millions d'habitants à l'horizon de 10 ans. Vous imaginez, ces gens-là, il faut bien les loger. Vous avez des assiettes foncières qui se rétrécissent. Vous avez aussi un exode rural qui poursuit sa lancée. Donc il faut repenser effectivement notre politique de logement. Il faut que ça reste notre priorité nationale. Mais en revanche, c'est là où j'ai des petits points de divergence avec nos invités, c'est que on peut parler d'urgence tout en privilégiant aussi la qualité. Donc la qualité de logement, la qualité de finition, mais aussi désenclaver les centres urbains et repenser carrément l'urbanisme et l'habitat. Alors, M. Boudelba, M. Sini nous dit que même dans l'urgence, on ne doit pas négliger la qualité. C'est-à-dire qu'on a fait des choses quand même, on a atteint des objectifs intéressants, parce qu'on a quand même
fait un programme de relogement de la population algérienne assez conséquent. Et là, je rejoins M. Bouchnak. Bon, on a fait aussi des erreurs de réglage, parce qu'on a construit de la même manière à Boumerdès comme à Gardaïa, etc. Bon, aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Attention, l'Algérie est un pays vaste et multiculturel, et en même temps, la topologie géographique n'est pas la même. Nous avons une étendue quand même, 6 millions de mètres carrés, donc il faut faire attention. Ce qui a été fait devrait nous servir, n'est-ce pas, pour corriger nos erreurs et aller de l'avant. Alors, maintenir le taux de relogement de la population qui est, comme a dit notre ami, en train de s'agrandir, n'est-ce pas, la population algérienne va probablement arriver très facilement à... Les 50 millions. Même dépasser les 60 millions dans très peu de temps, dans moins d'une dizaine d'années, parce que il y a aujourd'hui une amélioration des conditions économiques qui est là, effective. L'Algérien de 1962 n'a pas les mêmes moyens que l'Algérien de 2022. Il veut vivre seul, il veut avoir ses enfants, il veut se séparer, n'est-ce pas, du centre familial, de la coquille familiale. Donc il y a des exigences qui sont en train de se mettre en place. Et de s'imposer. Donc à nous d'améliorer, comme a dit notre ami architecte, son environnement extérieur et son environnement intérieur. Sur le plan intérieur, il y a un effort qui a été fait. Il y a un effort, les Algériens deviennent de plus en plus exigeants sur leur confort intérieur. Et ça nous a aidés, nous, les céramiques. Parce que nous, aujourd'hui, nous proposons des produits qui sont de meilleure qualité grâce à cette exigence n'est-ce pas, d'aller vers la hauteur dans la qualité. Maintenant, en ce qui concerne les extérieurs, c'est le rôle des autorités publiques, c'est les politiques publiques, n'est-ce pas? Et là, il y a un débat un peu plus compliqué, où il faut avoir un peu plus de courage politique pour, n'est-ce pas, ne pas faire une cité dortoir à Boumerdès ou à Ain Temouchent, comme on est en train de construire à Ouargla. Et justement, nous allons parler justement de ce confort qui n'est pas en contradiction avec le respect de la nature, avec le respect des règles qui s'imposent aujourd'hui si on veut continuer à construire et à vivre de cette manière au XXIe siècle et bientôt au XXIIe siècle. Alors, Akli Amrouche, avant d'aborder cette thématique, vous êtes membre du jury de la Charrette d'Or et cette année vous avez reçu 600 inscriptions sur la plateforme de 43 wilayas. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est des propositions novatrices. Nos jeunes sont bien inspirés par ce qui se passe à travers le monde, par le patrimoine algérien? Alors, c'est à la fois angoissant la période des inscriptions parce qu'on ne peut pas répondre à cette demande. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit que beaucoup d'architectes, de jeunes architectes, cherchent du boulot. J'ai eu... bien sûr, il y a les 600, plus de 650 candidats sur les 43 wilayas, effectivement. Donc, c'est un concours national. Donc, c'est sous l'égide de la revue. Et puis, voilà, donc avec... les autorités aussi qui nous suivent un peu dans ce qu'on fait. C'est des réflexions qu'on propose, des réflexions thématiques qu'on propose chaque année. Et il y a des sélections très dures, mais ce qu'il y a, c'est que, voilà, donc tous ces jeunes qui sortent des universités, à un certain moment, il faut leur trouver des débouchés, de grands projets pour les incorporer, pour faire éclore un peu leur talent. Et donc c'est ce qu'on essaye modestement, à notre toute petite échelle, de faire avec voilà, les sélections qu'on fait. C'est des c'est des jeunes qui sont franchement excellents. On a du mal après à les garder dans ce pays. Ils partent tous. Et c'est ça, les meilleurs finissent par partir. Parce que ils se voient gagner des concours, faire des choses magnifiques. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et après, ils ne trouvent pas du boulot, c'est pas normal. Bon, ceux qui sortent de la Charrette d'Or, généralement, ils trouvent facilement du boulot parce qu'il y a le marché qui demande. Après, résultat, c'est mardi prochain. Comment? Résultat, mardi prochain. Résultat mardi. Donc, il y a eu... Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces sélections? La créativité, la recherche? Alors, chaque année, donc c'était une thématique différente. Cette année, on a décidé avec les jeunes de nous intéresser
au 60e anniversaire de l'indépendance et on s'est posé des questions un peu délicates quand même, des questions sur la mémoire, sur la guerre de libération, la liberté retrouvée et comment traduire toute cette célébration à travers des projets d'architecture et urbains aussi, parce que c'est beaucoup d'urbanisme. Un exercice de présélection, c'était de trouver, d'imaginer un mémorial de la liberté. Et pour la finale qui s'est déroulée, qui continue à se dérouler jusqu'à mardi, c'était de réfléchir sur un parcours mémoriel qui a été d'ailleurs sur Alger prescrit par le BDO d'Alger, qui a été un peu mal transcrit selon nous. Donc ils essayent de réfléchir non seulement le programme, mais se projeter comme jeunes Algériens d'abord sur un parcours mémoriel qui pourra donner du sens et revitaliser des quartiers entiers. Très bien. Alors, on va aborder cette dernière thématique maintenant, qui est très importante aujourd'hui. La manière de repenser nos villes, la manière de repenser, vous avez parlé de l'intérieur aussi, c'est très important. Je vais commencer avec vous, Monsieur Bouchner. Je rappelle que vous êtes conseiller du président directeur général du groupe Considère. Dans le reportage qu'on a regardé tout à l'heure, on parlait beaucoup de compétitivité entre les entreprises. Vous êtes concurrencé à l'intérieur du pays, hein, à l'extérieur aussi, puisque vous êtes présent en Tunisie. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question écologique, elle est importante pour vous? Ou alors, quand vous dites, vous continuez à répondre en maître d'ouvrage? Ou alors, vous proposez aussi des solutions qui sont aujourd'hui indispensables peut-être dans la construction d'aujourd'hui et de demain? De toute façon, notre priorité, c'est de répondre des idées à la table de maître d'ouvrage, c'est clair. C'est ce que l'architecte prévoit. Donc nous, on tâche de mettre les moyens pour répondre justement aux prescriptions du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. C'est important. Bon, c'est avec l'expérience qu'on finit par développer un savoir-faire intra-entreprise. Bon, pour le moment, notre expérience, c'est un peu ce que nous avons fait dans le pays depuis 40 ans, hein, et ce que nous savons faire actuellement. Que pour certains procédés, on était sur le bon chemin, puis par la suite, la crise a voulu qu'on est en déperdition comme le reste, puis on reprend. Je cite le cas du métro. On avait, dans les années 90, constitué une très bonne équipe, puis par la suite, avec la récession, toute l'équipe a complètement disparu. Maintenant, on a reconstitué notre équipe. Nous n'avons rien à envier aux autres. On utilise les techniques les plus modernes. Nous faisons la difficulté dans les métros, c'est en fait les stations, c'est pas le tunnel, hein, c'est les stations. Pour le creusement de tunnel, nous utilisons les moyens les plus modernes, c'est le tunnelier. Et actuellement, nous sommes très à l'aise pour faire nos stations en subsurface, quelle que soit la profondeur, parfois 50 mètres de profondeur, et parfois jusqu'à 75 mètres de profondeur, sans aucun problème. Et nous avons reconstitué des équipes. Bon, pour le moment, nous avons un plan de charge. Il y a l'extension du métro. Nous espérons grandement, et nous prions Dieu, que cette manne se reconstitue pour qu'on puisse éventuellement continuer le travail du métro. Parce que sinon, nous risquons encore une fois de perdre ces équipes et de perdre ces moyens et de perdre cette technologie. Alors, cette autre question... C'est des équipes, c'est tous des jeunes. Hein, cette autre question, parce que j'ai été surpris justement en préparant cette émission d'apprendre que le groupe Considère, moi je pensais que Considère était présent dans plusieurs pays d'Afrique et peut-être même à travers le monde. Pourquoi Considère n'est pas compétitif à l'international? C'est pas qu'on n'est pas compétitif. C'est qu'on ne peut pas être présent. On ne peut pas être présent. Pourquoi? Nous avons tenté en Égypte, nous avons tenté en Mauritanie, nous avons tenté en Tunisie, nous avons tenté au Sénégal. Pour quelle raison? Bon, en Tunisie, nous avons un projet. Et pour les autres pays pour lesquels nous avons soumissionné, on a vu qu'on n'était pas très loin du reste des autres concurrents. Mais en fait, notre problème, c'est pas être concurrent ou risquer la non-adjudication. Notre problème, c'est comment pouvoir intervenir à l'étranger. Vous savez que nous avons une réglementation extrêmement sévère pour ce qui concerne pratiquement les transferts de devises, pour ce qui concerne les transferts de moyens, la circulation des personnes, etc. Et ça, l'entreprise n'est pas une puissance publique. Donc elle applique la loi, et la loi, elle ne prévoit pas la prise en charge des marchés à l'extérieur. D'accord?
Actuellement, si on est en Tunisie, c'est que nous avons, d'ailleurs, le mois de septembre de l'année 2020, il y a eu un grand séminaire à l'initiative de l'association des routes, qui ont réuni au plus haut niveau dans l'autorité. Et tout ce genre de problèmes ont été exposés. Il y a eu un engagement. Et jusqu'à présent, si nous sommes en Tunisie, ce n'est pas la réglementation qui a changé, c'est à coup de dérogation. À coup de dérogation. Monsieur, vous êtes confronté aux mêmes problématiques législatives? Oui, malheureusement. Vous savez, il y a un problème en Algérie qui a été plusieurs fois abordé, c'est le problème de la convertibilité et le mouvement des capitaux et le mouvement des personnes. Comment rémunérer ce savoir-faire? Comment aller avec ses moyens, son équipement, son personnel et s'installer dans une compétition très rude. Et malheureusement, c'est le cas aussi pour la céramique algérienne. Bon, on a fait des tentatives, c'est des incursions, si on peut dire, dans les marchés extérieurs, n'est-ce pas? C'est pour utiliser le terme de la construction des travaux publics, c'est des pénétrantes, n'est-ce pas? Bon, mais c'est vrai que la lourdeur bureaucratique algérienne... C'est difficile pour transférer les capitaux. Parce que il y a un problème de réglementation et il y a un problème aussi de confiance, dont j'ai souligné tout à l'heure. Et bon, il y a un travail à faire là-dessus. Allez-y, monsieur Bouchard. Juste une précision pour ce qui nous concerne, parce que nous sommes une entité publique. C'est vrai. Donc, on expose moins le problème de convertibilité que le problème de responsabilité. Aussi. Vous savez, nous sommes contraints à avoir des procédures qui sont pratiquement juxtaposées au Code des marchés publics. Et les risques à l'étranger, c'est surtout les risques de change, de la réglementation de change. Voilà. Donc, ce qui fait que les gestionnaires ne sont pas protégés pour ça. Monsieur Mzini ? Oui, je voulais juste ajouter une chose, c'est que vous savez, les métiers du BTP sont non délocalisables et c'est des métiers de proximité, donc difficilement exportables. En revanche, effectivement, il faudrait peut-être songer, et ce qui a été dit sur votre plateau est extrêmement intéressant, c'est revoir le cadre législatif pour permettre de fonder des mastodontes, justement, des groupements d'intérêt économique qui iraient à la conquête de marchés internationaux, non pas dans le domaine de la construction, mais de la concession. Vous avez des multinationales européennes qui vont, par exemple, soumissionner pour récupérer la concession d'un aéroport turc ou d'une infrastructure africaine. Donc, vous voyez, il y a peut-être d'autres choses à voir qu'uniquement... Enfin, il ne faut pas voir l'internationalisation de nos entreprises du BTP sous le spectre de la construction uniquement, mais peut-être de la concession. Donc, il y a matière à réfléchir là-dessus, surtout si on aspire à devenir une puissance régionale tournée vers l'international, parce que nous avons un savoir-faire, il faut juste le faire savoir. Alors justement, le débat est tellement passionnant qu'on n'arrive pas à se détacher de cette question d'investissement qui est très importante. Mais revenons à cette question de ville connectée ou de ville intelligente, puisque vous êtes installé à Marseille, je le rappelle, et vous travaillez sur un projet pilote dans un quartier de cette ville. Qu'est-ce qui est aujourd'hui, selon votre expérience et selon votre proximité, qu'est-ce qui peut être applicable aujourd'hui en Algérie, dans les quartiers de la capitale? Allez prendre l'exemple de la capitale que vous connaissez très bien. Oui, tout à fait. Je vais vous dire, en fait, donc c'est un projet qui est extrêmement intéressant à Marseille, sur lequel on travaille avec les chambres de commerce et la French Tech, qui est donc un groupement d'entreprises dédié au numérique. Et il s'intéresse de près au domaine de l'habitat et du bâtiment. Donc, au-delà des smart buildings, des smart cities, qui sont pour moi des termes un peu galvaudés, lorsqu'on voit les choses de manière très opérationnelle, ils ont un triptyque que je trouve très intéressant que l'on peut appliquer en Algérie, qui est une habitation décarbonée, donc pas énergivore et qui se nourrit des énergies propres, donc des énergies renouvelables. J'ai entendu parler tout à l'heure un terme qui est très intéressant, qui est l'inclusion, donc de l'habitat inclusif, et surtout avec un transport multimodal. Le but, c'est de permettre aux citoyens qui habitent ce quartier de ne pas utiliser du tout sa voiture. Monsieur Akli ? Oui, maintenant on parle de la ville du quart d'heure, la ville où tout est compact, où on prend de moins en moins sa voiture, on prend peut-être la bicyclette. Voilà, c'est pour essayer de diminuer de la pollution urbaine qui cause beaucoup de tort aux citadins en particulier. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, parce qu'on a parfois l'impression que c'est une vue de l'esprit, et que ce sont des investissements qui sont extrêmement coûteux et qui ne sont pas rentables, mais pas du tout. Ce sont des investissements qui sont
peut-être coûteux, mais qui sont extrêmement rapidement rentables. Tout à fait. Surtout que vous avez maintenant des nouvelles technologies, des nouvelles techniques. On pense à l'impression 3D, qui est vraiment une technologie d'avenir, où on est capable de construire une maison en l'espace de 3 jours. Donc c'est ce qui se fait aujourd'hui. Ce qui se fait aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, nous avons déjà des retours d'expérience actuels. Nous avons aussi des matériaux de construction isolants, donc avec d'autres matières premières. Avec du carton renforcé aujourd'hui, on arrive à construire des maisons qui ont une durée de vie de 99 ans. Exactement. Sans parler aussi des bâtiments, je parlais tout à l'heure de bâtiments qui communiquent entre eux, qui sont capables de détecter systématiquement une fuite d'eau, une canalisation, qui est capable de réguler la température interne, qui est capable aussi d'automatiser l'éclairage. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, nous pouvons les appliquer dans nos habitations, mais j'allais même aller plus loin, j'allais vous dire, moi je pense que les bâtiments publics doivent donner l'exemple. On devrait peut-être songer... Et M. Boudelba est d'accord peut-être? Oui, absolument. Moi je pense qu'il y a... ces idées sont novatrices, donc il faut un terrain d'expérimentation. Et je pense que, vu notre état d'esprit algérien, la bonne ouverture, n'est-ce pas, pour ce genre de projet innovant et, disons, très avantageux pour l'avenir, c'est effectivement faire des expériences pour les hôpitaux, pour les casernes, pour les infrastructures portuaires et aéroportuaires. Les administrations aussi. Le métro, tout ce qui est espace, disons tout ce qui est où il y a une grande circulation, n'est-ce pas, de population. Et ça peut être un entraînement. Et si ça donne de bons résultats, et si on obtient ce que nous voulons obtenir, à ce moment-là, on peut le généraliser au semi-collectif, collectif ou individuel, à l'habitat, en fait. On termine avec votre actualité, M. Boudelba. Mais on peut lancer ces expériences, les universités, par exemple, lancer des choses intéressantes. On termine avec votre actualité. Oui. Dernier mot. Écoutez, moi je souhaite envoyer un message, puisque nous avons fait un Batimatech dans une conjoncture un peu difficile. Souhaiter la bienvenue aux entreprises étrangères qui ont quand même pris l'initiative et le courage de venir, n'est-ce pas, pour voir ce qui se passe en Algérie. L'Algérie s'installe maintenant dans une nouvelle, disons, période d'investissement. Le côté juridique est en train d'évoluer. À nous. Attendons le nouveau code d'investissement. Oui, il y a de bonnes choses, il y a de bonnes perspectives. Il faut attendre les résultats qui sont imminents, n'est-ce pas? Et puis croire en notre potentiel. Moi, j'ai un point d'ordre tout simplement pour dire qu'il faut préparer les mentalités d'abord. J'ai un petit exemple à citer. Je vous en prie. Le pays a développé 2 matériaux de très haut niveau. Le Ciporex et la brique silico-calcaire, qui est utilisé dans tous les pays nordiques. D'accord. Nous avons eu des superbes unités. On a eu un à Alger et on a eu celle de Boussaïda pour le silico-calcaire. C'est des matériaux qui ont complètement disparu du paysage. Pourquoi? Parce que personne n'a voulu les utiliser, y compris les autorités publiques. Donc, maintenant, c'est un discours qui est vraiment... Tout à l'heure, j'ai dit ça réchauffe le cœur. Mais il faut préparer les mentalités. Il faut préparer les mentalités, M. Akli. Qui accepterait de construire sa maison en carton mâché? Voilà. Non, on est en train. On est en train. Non, on n'a pas dit qu'il faut obliger les gens à faire construire sans carton. Sa maison avec du carton. Donc l'école est importante. Monsieur Akli. Moi, je pense qu'il nous faut des projets structurants, revoir un peu nos villes, retravailler les centres urbains. Vous prenez une ville comme Alger, elle maintient intact en tout cas son potentiel et qui mériterait d'être développé plus, mais pour y arriver, il faut un peu plus de méthode, un peu plus de cohésion, un peu plus de travail en commun et surtout essayer d'impliquer un maximum de personnes, de spécialistes pour aller de l'avant et surtout faire preuve d'imagination. Laisser les maîtres d'œuvre, les architectes, les urbanistes surtout, les laisser créer, être créatifs pour proposer en tout cas des projets pour l'économie, salvateurs pour l'économie. Nazim Zini.
Oui, bah moi je voulais juste rajouter qu'il faut renforcer le partenariat public-privé. Nous n'avons pas eu le temps de l'évoquer. Aussi la formation, parce que les métiers du BTPH attirent de moins en moins les jeunes. Aujourd'hui, ils sont tous tournés majoritairement vers le numérique, le digital, la start-up, on en parle très souvent. Et va se poser le problème de la transmission de savoir et de la relève générationnelle. Aussi féminiser ces métiers-là, parce qu'on trouve très peu de femmes dans le métier du BTPH. Et aussi prendre en compte les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux et d'inégalité. Et je pense qu'on peut faire de notre pays un grand pourvoyeur d'emploi dans le domaine du BTP et être aussi une référence internationale. Merci beaucoup Nazim Sini, vous êtes entrepreneur enseignant d'économie à l'université Aix-Marseille. Merci à vous Monsef Boudelba, vous êtes président de l'Association nationale des céramistes algériens. Merci Rabah Bouchner, vous êtes conseiller du président directeur général du groupe Consider. Et merci à vous Akli Amrouche, vous êtes architecte et directeur de la revue Vie des villes. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de la Semaine Éco. Cette émission, je l'ai préparée avec Nawal Abadal, a été réalisée par Boulis Abounejma. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et à partir de dimanche prochain pour un autre numéro de la Semaine Éco. Belle soirée.